Barbe Noire, Edward Teach ou encore Edward Thatch, plus connu sous le nom de Barbe Noire en anglais, né vraisemblablement à Bristol vers 1680 et mort le 22 novembre 1718 sur l'île d'Ocracoke, est un pirate anglais qui a opéré dans les Antilles et sur la côte est des colonies britanniques en Amérique. La jeunesse et les débuts de Teach sont mal connus. En 1716, il rejoint l'équipage de Benjamin Hornigold, pirate basé à New Providence, dans la Caraïbe, puis commandant son propre navire, le Queen Anne's Revenge. Comptant 40 canons et jusqu'à 350 hommes à son bord, il devient un pirate de renom dans les années 1717 et 1718, son apparence inquiète en raison de son épaisse barbe noire, qui lui vaut son surnom, et de son habitude de mettre des mèches à canon allumées dans ses cheveux lors des combats. Après s'être paré de Hornigold, Teach forma une alliance de pirates avec laquelle il organise le blocus du port de Charleston, en Caroline du Sud, obtenant ainsi une rançon des habitants de cette colonie britannique. Peu après, il échoue son navire sur un banc de sable près de Beaufort, en Caroline du Nord, dans un acte peut-être volontaire, pour se séparer de ses hommes et se faire plus discret. Il accepte une grâce royale pour une partie de ses équipages, mais reprend rapidement ses activités à bord d'un sloop plus léger. Celle-ci attire l'attention du gouverneur de Virginie, Alexander Spotswood. Il confie à un détachement de soldats et de marins la mission de le capturer. Le 22 novembre 1718, lors d'une violente bataille, Teach est tué en 1718 par un petit groupe de marins dirigé par le lieutenant Robert Maynard. Avisé et calculateur, Teach évite d'utiliser la force, comptant plutôt sur la dissuasion que lui permet sa réputation. Contrairement au cliché moderne du pirate tyrannique, il commande ses vaisseaux de concert avec son équipage, et l'on ne trouve pas d'écrits signalant qu'il aurait blessé ou tué des prisonniers. Après sa mort, sa vie et sa personne sont romancées et inspirent un certain nombre d'œuvres de fiction sur le thème des pirates. Il existe peu de sources documentaires sur la jeunesse de Barbe Noire. Il est communément admis qu'au moment de sa mort, il avait entre 35 et 40 ans et serait donc né aux alentours de 1680. Dans les documents contemporains, le nom le plus souvent donné à Barbe Noire est Edward Thatch ou Teach, et ce dernier qui est connu aujourd'hui le plus souvent utilisé, même si plusieurs orthographes de son patronyme existent. Donc Thatch, Thatch, etc. Le patronyme Drummond est également cité, mais l'absence de tout document appuyant cette thèse la rend improbable. La coutume des pirates était d'utiliser des noms fictifs en s'engageant dans la piraterie afin de ne pas ternir le nom de leur famille. Ainsi, le vrai nom de Teach ne sera probablement jamais connu. La croissance économique des colonies américaines de Grande-Bretagne au XVIIe siècle et la rapidité d'expansion de la traite négrière dans l'océan Atlantique au XVIIIe siècle font de Bristol un important port maritime pour le commerce international, et la deuxième plus grande ville d'Angleterre. C'est probablement dans cette ville que Barbe Noire a grandi. Teach sait presque certainement lire et écrire puisqu'il communique avec les commerçants, et à sa mort, il en a à la possession une lettre qui lui est adressée par le juge et secrétaire en chef de la province de Caroline, Tobias Knight. Ce niveau d'instruction n'est cependant pas commun, et l'écrivain Robert Lee spécule sur le fait que Teach puisse être une famille riche et respectable. Teach est probablement arrivé dans les Caraïbes dans les dernières années du XVIIe siècle sur un navire marchand, peut-être un navire négrier. L'écrivain du XVIIIe siècle Charles Johnson affirme que Teach a été pendant un certain temps marin sur les navires corsaires évoluant depuis la Jamaïque pendant la Deuxième Guerre intercoloniale, et qu'il s'est souvent distingué pour son audace peu commune et son courage exceptionnel. Teach rejoint la piraterie durant cette guerre, mais la date exacte de cet événement est, comme la plupart de sa vie d'avant, inconnue. Avec son histoire de colonisation de marins, de commerce et de piraterie, la Caraïbe est le théâtre de nouveaux incidents maritimes lors des XVIIe et XVIIIe siècles. Henry Higgins, le corsaire devenu pirate, ainsi que ses séides, décident au début du XVIIIe siècle d'utiliser l'île de New Providence dans les Bahamas comme base pour leur opération. L'île est proche du détroit de Floride, ainsi que des voies de navigation utilisées par les navires à destination et en provenance d'Europe. Le port de New Providence peut aussi facilement accueillir des centaines de navires et est peu profond pour les gros navires de la Royal Navy. L'île n'est alors pas la destination touristique populaire qu'elle deviendra des siècles plus tard. L'auteur George Woodbury la décrivait comme une ville à ne certainement pas habiter. C'était un lieu de séjour temporaire et de détente pour une population littéralement mouvante. Woodbury poursuit: les seuls résidents permanents étaient les habitués des camps de piraterie, les marchands et les parasites.
Toutes les autres personnes étaient de passage. La loi et l'ordre sont inconnus à New Providence et les pirates y trouvent ainsi un répit bienvenu. Teach est l'un de nombreux pirates venus pour profiter des avantages de l'île. Il y déménage probablement en quittant la Jamaïque peu de temps après la signature des traités d'Utrecht, comme la plupart de ceux qui ont été corsaires pendant la guerre. Il s'implique alors dans la piraterie sans doute vers 1716. Teach rejoint l'équipage du capitaine Benjamin Hornigold, un pirate renommé qui opère à New Providence. En 1716, il place Teach à la tête d'un sloop qu'il a capturé. Au début de l'année 1717, Hornigold et Teach, commandant chacun un sloop, partent pour le continent. Ils capturèrent un bateau transportant 120 barils de farine vers la Havane et peu après un sloop avec 100 barils de vin venus des Bermudes. Quelques jours plus tard, ils arrêtent un bateau naviguant de Madère à Charleston, en Caroline du Sud. Teach et son quartier-maître William Howard peuvent à cette époque lutter pour le contrôle de leur équipage. Ils développent probablement aussi un goût pour le vin de Madère. Ainsi, le 29 septembre près du Cap Charles, ils emportent seulement la cargaison de Madère saisie à bord du navire Betty de Virginie, s'abandonnant ce bateau avec tout ce qu'il reste de la marchandise. C'est durant cet équipé avec Hornigold que sont connus les premiers rapports sur Teach. Ceux-ci décrivent un pirate indépendant et aux commandes d'un équipage nombreux. Dans un autre rapport, fait par le capitaine Matthew Mount, à bord d'une patrouille anti-piraterie pour la Caroline du Nord, Teach est décrit comme dirigeant un sloop de 6 canons et d'environ 70 hommes. En septembre, Teach et Hornigold rencontrèrent Stede Bonnet, ce propriétaire terrien et officier de l'armée provenant d'une famille riche. S'est tourné vers la piraterie plus tôt dans l'année, mais son équipage d'environ 70 hommes ne serait pas satisfait de son commandement. Avec la permission de Bonnet, Teach prend le contrôle de son navire, le Revenge. La flottille de pirates est désormais composée de 3 navires. Teach sur le Revenge, accompagné de son ancien sloop, et du Ranger d'Hornigold. En octobre, un autre navire est capturé et ajouté à la petite flotte. Le sloop Robert de Philadelphie et le Good Intent de Dublin sont arrêtés le 22 octobre 1717 et leurs cales vidées. En tant qu'ancien corsaire britannique, Hornigold n'attaque que ses anciens ennemis. Pour son équipage, la vue des navires britanniques passant indemnes avec de précieuses cargaisons devient bientôt insupportable. Ainsi, vers la fin de l'année 1717, il est rétrogradé. L'implication de Teach dans cette décision est inconnue. Mais Hornigold se retire rapidement de la piraterie. Il emporte avec lui le Ranger et l'un des sloops, laissant Teach avec le Revenge et le sloop restant. Les deux ne se sont plus jamais revus, et comme de nombreux autres occupants de New Providence, Hornigold accepte le pardon du roi, formulé par le gouverneur Woodes Rogers, en juin de l'année suivante. Le 28 novembre 1717, les 2 navires de Teach attaquent un navire marchand français au large de Saint-Vincent. Ils tirent chacun une bordée, tuant plusieurs des membres équipage et forçant son capitaine à se rendre. Le navire s'avère être la Concorde de Saint-Malo ou Nantes, un grand navire transportant une cargaison d'esclaves et armé par René Botton d'Aouin. Teach et ses équipages emmenaient le navire dans le sud de la Saint-Vincent et des Grenadines à Beccia. Là, ils débarquent l'équipage captif et la cargaison puis reconvertissent le navire pour leur propre usage. Le plus petit des sloops est laissé à l'équipage et la Concorde, qui leur baptise Mauvaise Rencontre, et font route pour la Martinique. Teach recrute peut-être quelques-uns de ses esclaves, mais le reste est laissé sur l'île, où ils sont ensuite repris au retour par l'équipage du Mauvaise Rencontre. Selon le gouverneur de l'île, Teach commande 2 navires pirates britanniques, armés l'un de 8 canons, l'autre de 12, et embarquant un total de 250 hommes. Le Concorde est un trésor, une frégate négrière de 300 tonnes armée de 40 canons qui a sillonné les côtes africaines et capturé de nombreux navires britanniques, hollandais et portugais. Teach rebaptise immédiatement la Concorde en Queen Anne's Revenge, la vengeance de la reine Anne. En novembre, Teach attaque le Grand Allen près de Saint-Vincent. Il force le navire marchand bien armé à se rendre après une poursuite de longue haleine. Il ordonne alors au Great Allen de se rapprocher de l'autre bateau, l'aborde et prend possession de sa cargaison. Le navire est ensuite brûlé et coulé. L'incident est relaté dans la Boston Newsletter, qui décrit Teach aux commandes d'un navire français de 32 canons, un brigantin de 10 canons et un sloop de 12 canons. Le moment et le lieu où Teach récupère le brigantin sont inconnus, mais à cet instant il semble être aux commandes d'au moins 150 hommes répartis sur 3 bâtiments. Le 5 novembre 1717, Teach arraisonne le sloop Margaret au large des côtes de l'île du Caraïbe, près d'Anguilla.
Le capitaine Henry Bodstock et son équipage restent prisonniers de Teach pendant environ 8 heures et sont forcés de regarder leur sloop se faire saccager. Bodstock, détenu à bord du Queen's and Revenge, est finalement renvoyé à bord du Margaret et autorisé à repartir avec son équipage. Celui-ci fait alors cap vers son port d'attache sur l'île de Saint-Christophe et signale sa mésaventure au gouverneur Walter Hamilton, qui lui demande de signer une déclaration sous serment expliquant la rencontre. Il y détaille le commandement des 2 navires de Teach, un sloop et un négrier français, construits par les Néerlandais, avec 36 canons et un équipage de 300 hommes. Le capitaine estime que le plus gros navire doit contenir un chargement d'or précieux, de l'argenterie et une tasse très fine. Prétendument prise au Grey-Talen, l'équipage de Teach informe Bodstock qu'ils ont détruit plusieurs autres navires et qu'ils ont l'intention de voyager vers Hispaniola afin de guetter une armada espagnole soi-disant chargée d'argent servant à payer les garnisons. Teach interroge aussi Bodstock sur les mouvements des navires locaux, mais ne semble pas surpris lorsque Bodstock lui révèle l'existence d'un pardon royal de Londres pour tous les pirates. La déposition de Bodstock décrit Teach comme un grand homme avec une barbe très noire qu'il portait très longue. C'est la première description qu'on possède de l'apparence de Teach, ainsi que la source de son surnom Barbe Noire. Les descriptions plus tardives mentionnent que son épaisse barbe noire est tressée et parfois pliée avec de petits rubans colorés. Johnson, en 1724, décrit Teach comme un personnage tel qu'on ne peut représenter une furie infernale plus affreuse. La véracité de la description de Teach par Johnson n'est pas prouvée, mais il semble probable que Teach ait compris la valeur des apparences. Il est préférable de semer la peur chez ses ennemis que de compter sur la force seule. Teach était grand, avec de larges épaules, il portait des bottes qui remontaient jusqu'aux genoux et des vêtements sombres. Il avait un large chapeau et parfois un long manteau de soie ou de velours de couleur vive. Johnson a également décrit Teach au combat comme portant une bandoulière sur ses épaules avec 3 pistolets suspendus dans des étuis et des allumettes enflammées coincées sous son chapeau. Ce dernier point vise apparemment à souligner l'apparence redoutable qu'il souhaite montrer à ses ennemis. En dépit de sa réputation féroce, il n'existe pas de source affirmant qu'il a assassiné ou blessé ceux qu'il a retenus en captivité. Teach a peut-être utilisé des pseudonymes d'autres pirates. Le 30 novembre, le Montserrat Mercant rencontre 2 navires et un sloop commandés par un certain capitaine Kentish et un capitaine Edward, ce dernier étant un alias connu de Stede Bonnet. À la fin du mois de mai 1718, la flottille de Teach réalise le blocus du port de Charleston, en Caroline du Sud. À ce moment-là, il s'est déjà auto-décerné le grade de Commodore et est déjà à l'apogée de sa puissance. Tous les navires entrant ou sortant du port sont arrêtés. Charleston, alors connu sous le nom de Charlestown, n'a aucun navire de garde. Son bateau-pilote est d'ailleurs le premier à être capturé. Au cours des 5 ou 6 jours suivants, environ 9 navires sont stoppés et mis à sac alors qu'ils tentent de naviguer au-delà des bancs de sable où la flotte de Teach est ancrée. Un de ces navires, en route pour Londres avec un groupe d'éminents citoyens de Charleston, dont Samuel Ward, un membre du conseil de la province de Caroline, et le Crowley, ces passagers sont interrogés sur les vaisseaux encore au port et ensuite enfermés sous le pont d'un de ces bateaux pendant environ une demi-journée. Teach demande une rançon, la liberté des otages contre des médicaments. En cas de refus, il menace d'exécuter tous les prisonniers, d'envoyer leur tête au gouverneur et de mettre le feu à tous les navires capturés. Wragg accepte l'exigence de Teach et 3 pirates, dont un certain Marks, obtiennent 2 jours pour collecter les médicaments. Teach déplace ensuite sa flotte et les navires capturés à environ 5 ou 6 lieues de la côte. 3 jours plus tard, un messager envoyé par Marks revient vers la flotte, signalant que l'embarcation de Marks a chaviré, retardant leur arrivée à Charleston. Teach accorde alors un sursis de 2 jours, mais ses envoyés ne reviennent toujours pas. Il organise donc une réunion avec ses camarades pirates et envoie 8 navires vers le port. Une panique générale s'ensuit au sein de la ville, avant que l'embarcation de Marks n'approche enfin de la flotte avec les médicaments demandés. Une partie du retard s'explique par la difficulté à retrouver les compagnons de Marks qui, ayant bu avec des amis, sont découverts ivres. Teach libère donc les navires capturés et ses prisonniers, mais garde leurs objets de valeur, notamment les vêtements de qualité portés par certains. Alors qu'il se trouve à Charleston, Teach apprend que Wood Roger vient de quitter l'Angleterre avec plusieurs manowars, avec pour ordre de purger les Antilles des pirates. La flottille de Teach navigue vers le nord le long de la côte atlantique et entre dans une baie près de Beaufort sur la côte de Caroline du Nord.
afin d'effectuer le carénage des navires. Le Queen Anne Revenge s'échoue néanmoins sur un banc de sable, fissurant son grand-mât et endommageant gravement d'autres pièces en bois. Teach ordonne alors à plusieurs sloops de tirer le navire avec des cordes afin de le libérer. Un des sloops, l'Adventure, commandé par Israel Hand, s'échoue également. Les deux navires semblent alors être endommagés de façon irréversible, laissant comme seul navire à flot le Revenge et le sloop espagnol capturé. Teach, mis au courant de l'offre d'un pardon royal, confie alors peut-être à Bonnet qu'il a l'intention de l'accepter. Le pardon est ouvert à tous les pirates qui se rendent avant le 5 septembre 1718, mais contient une mise en garde qui stipule que l'immunité était seulement offerte contre les crimes commis avant le 5 janvier, bien qu'en théorie cela soumet Stead, Bonnet et Teach au risque d'une pendaison pour leurs actions précédentes. La plupart des autorités locales peuvent quand même l'accorder. Ainsi Teach pense que le gouverneur Charles Eden est un homme de confiance, mais il attend de voir ce qui arriva à un autre capitaine dans la même situation que la sienne. De son côté, Bonnet quitte immédiatement la flotte pour la ville de Bath, en Caroline du Nord, sur une petite embarcation à voile, où il se rend au gouverneur d'Eden et reçoit son pardon. Il retourne ensuite à l'estuaire pour prendre le Revenge et le reste de son équipage avec l'intention de naviguer vers l'île de Saint-Thomas, où il reçoit sa commission. Malheureusement pour lui, Teach avait dépouillé le vaisseau de tous ses objets de valeur et de ses provisions, ainsi que marronné son équipage. Bonnet recherchait alors Teach pour se venger, mais incapable de le retrouver. Bonnet et son équipage reviennent donc à la piraterie et sont capturés le 27 septembre 1718 à l'embouchure du fleuve Cap Fear lors de la bataille du même nom. À part 4 d'entre eux, tous sont jugés et pendus à Charleston, le Revenge capturé et plus tard inclus dans une flotte de navires commandée par le gouverneur de la Caroline du Sud, qui mène le combat contre un groupe de pirates près de l'entrée du port de Charleston, qui se solde par l'exécution de 49 pirates en moins d'un mois. Leurs corps sont ensuite exposés. L'écrivain Robert Lee émet l'hypothèse que Teach et Hand ont tous les deux échoué leur navire dans le but de réduire l'équipage de la flotte et donc d'accroître leur part du butin. Pendant le procès de l'équipage du Revenge, commandé par Bonnet, le Busco Ignatius Pell déclare que le navire a été exécuté à terre et perdu, ce que Teach souhaitait faire. Lee estime aussi qu'il est plausible que Teach ait informé Bonnet de son projet, qui était d'accepter le pardon du gouverneur Eden. Il aurait suggéré à Bonnet de faire de même et d'envisager de prendre une commission de corsaires pour l'Angleterre, en perspective d'une guerre entre la quadruple alliance de 1718 de l'Espagne. Teach aurait alors offert à Bonnet à son retour son navire le Revenge. L'historien Angus Cotstam propose une idée similaire, expliquant que Teach commence à percevoir le Queen's Anne Revenge comme un poids. L'idée est que pendant que le navire est immobilisé, de nouvelles concernant la présence d'une flotte de pirates seraient envoyées aux villes et aux colonies voisines. Tous les navires à proximité retarderaient ainsi leur départ. Il est donc prudent pour Teach de ne pas s'attarder trop longtemps, bien qu'échouer le navire représente une mesure un peu extrême. Avant de naviguer vers le nord jusqu'au Gros d'Orak Rock, sur le sloop restant, Teach marronne environ 25 hommes qui ont sans doute deviné les plans de leur capitaine puis protesté. Ils sont débarqués sur une petite île de sable à une lieue de la terre ferme. Il continue son chemin vers Bath où en juin 1718, soit quelques jours seulement après que Bonnet a reçu son pardon, lui et son désormais peu nombreux équipage reçoivent également leur pardon du gouverneur Eden. Teach s'installe alors à Bath, sur la côte orientale de Bath Creek, à Plum Point, près de la maison d'Eden. En juillet et août, il voyage entre son port d'attache dans la ville et son sloop situé près de l'île d'Orak Rock. Johnson déclare dans ses écrits que Teach a épousé la fille d'un propriétaire d'une plantation locale, bien que ce soit le seul témoignage connu sur cette question. Eden donne la permission à Teach de naviguer à Saint-Thomas afin d'y chercher une commission comme corsaire, et Teach reçoit donc le titre officiel de corsaire pour son sloop, qu'il rebaptise Adventure. À la fin du mois d'août, Teach retourne à la piraterie et dans le même mois, le gouverneur de Pennsylvanie émet un mandat d'arrêt. À ce moment-là, Teach opère probablement dans la baie de Delaware, près de la colonie. Teach arraisonne ensuite 2 navires français partis des Caraïbes, déplace l'un des équipages sur l'autre navire, puis amène le navire vide à Orak Rock. En septembre 1718, il déclare à Eden qu'il a trouvé le navire français en mer désert. Une cour de la vice-amirauté est pourtant rapidement convoquée. Elle est présidée par Tobias Knight et le receveur des douanes. Le navire est reconnu comme étant une épave trouvée en mer, 20 oxhales de sucre dont attribué à Knight et 60 à Eden. Teach et son équipage reçoivent le reste
de la cargaison du navire. Le Gros d'Oracroc est l'ancrage préféré de Teach. C'est un endroit idéal pour voir les navires voyageant entre les colonies de Caroline du Nord, et c'est ainsi qu'il repère le navire d'un autre pirate anglais, Charles Vane. Vane a rejeté le pardon royal de Wood Roger et a échappé au navire de guerre que le capitaine anglais avait apporté avec lui à Nassau le 26 juillet 1718. Il a également été poursuivi par Benjamin Hornigold, devenu chasseur de pirates. Les deux capitaines passèrent plusieurs nuits sur la pointe sud de l'île d'Oracroc, accompagnés par d'autres pirates notoires comme Israel Hand et Jack Rackham, dit Calico Jack. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner, à mettre un j'aime également, ça nous ferait plaisir. Et ma prochaine vidéo portera sur le dieu Dionysos. À la prochaine!